Voilà, donc j'aurais besoin peut-être donc de vérifier que je suis à la fois entendu et que vous partagez bien l'écran pour que vous puissiez suivre correctement ce webinaire. Donc voilà, vous avez, si vous avez l'habitude peut-être de faire des webinaires, eh bien vous avez sur votre droite la possibilité de poser des questions ou bien de voilà de répondre à des éléments. Et puis vous avez la possibilité également de chatter si vous le souhaitez au fur et à mesure de nos échanges. Donc moi j'aimerais bien juste commencer pour savoir si tout le monde, enfin, toutes les personnes qui sont là, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que je suis audible? Et autrement dit, est-ce que dans la minute qui suit, on va pouvoir ou pas démarrer notre webinaire. Donc voilà, si vous pouviez me m'indiquer. Donc a priori j'ai ma caméra qui est ouverte, donc vous devez me voir. Voilà, oui ça fonctionne. Bon, super, ok, très bien. Bon, si une personne me répond que ça marche, donc j'imagine que ça doit marcher pour tout le monde. Donc écoutez, je souhaite à nouveau la bienvenue à toutes les personnes voilà, qui sont en train de se joindre à nous. Volontairement, j'organise ces webinaires avec un nombre de personnes relativement réduit parce que ça permet d'essayer d'échanger. C'est pas toujours très facile d'échanger comme ça quand on est en mode virtuel. En tout cas, on a la possibilité de le faire et donc n'hésitez pas évidemment à poser des questions, faire des remarques et échanger au fil de l'eau de ce webinaire. Alors, je regarde un petit peu quelles sont les personnes qui sont là. Donc vous êtes effectivement inscrits inscrits et j'ai le nom des participants ou des participantes, voilà. Donc je vous propose que l'on démarre puisque il faut qu'on respecte le timing et le temps que vous consacrez à cet échange. Donc on est réunis aujourd'hui pour parler pendant effectivement une bonne quarantaine de minutes autour de la question du management des talents dans l'entreprise. Euh, alors la question des talents, c'est une question qui est importante pour les organisations. On a beaucoup écrit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et lues autour de la question des talents, en se demandant s'il allait y avoir véritablement pénurie de profils pour les entreprises et des difficultés à recruter. Je dois dire que je ne croyais pas beaucoup à cette question de la difficulté de recruter pour les entreprises. Il y a de ça maintenant quelques années. Et les interventions que je fais chez mes clients me montrent qu'il y a effectivement, sur certains profils, des vraies difficultés à recruter des talents. Mais le recrutement, enfin la question des talents ne se résume pas juste à la question du recrutement, également elle pose la question de l'évaluation, et c'est donc le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui, comment mettre en place un système d'évaluation qui détecte véritablement les talents. Alors, dans ce webinaire, on va partager un certain nombre de points. Donc, on va regarder un petit peu ensemble comment bâtir, ou en tout cas sur quoi ça peut s'appuyer un système d'évaluation des talents, et entre autres la logique de contribution. On va voir quel outil, quelle méthodologie fournir aux managers pour avoir une appréciation objective et argumentée, parce que un des points clés de l'évaluation, c'est effectivement l'objectivité. Et puis éventuellement, on partagera ensemble quelques questions sur les étapes, les calendriers, et puis si on a le temps, si vous avez des questions, on pourra parler également de retour d'expérience. Alors, pour faire un petit peu d'interaction, j'ai préparé des sondages. Je vous propose un premier sondage autour de l'intérêt que vous portez à ce webinaire. Euh, voilà, donc je vous propose ici un premier sondage et je vous laisse prendre le temps d'y répondre. D'accord. Ok, donc vous êtes dans une logique de vouloir faire évoluer le système d'évaluation qui existe aujourd'hui dans votre organisation ou dans votre entreprise. Ok, très bien. Alors, bon, rapidement, pour vous dire que bah, moi je suis dans le métier de l'évaluation
des talents, le management des talents, la mesure de la performance RH, le coaching de dirigeants et le DRH depuis maintenant de longues années, avec une bonne expérience. Je crois que l'autre jour, je totalisais à peu près plus de 150 missions euh, dans mon expérience. Alors, on me dit qu'il n'y a pas d'image à l'écran. Normalement, vous devriez en avoir une. Elle disparaît quand on fait le sondage, en fait. Donc, quand je lance le sondage, vous avez les questions qui apparaissent, vous répondez, et ensuite, quand je ferme le sondage, vous devez normalement pouvoir retrouver l'image sur l'écran. Voilà, donc j'espère que vous avez retrouvé cette image. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui dysfonctionnent, parce que quand on est derrière, enfin quand on est devant cette caméra et cet écran, on ne sait pas exactement ce qui se passe ou pas. Donc merci de me signaler les choses comme l'a fait Véronique si jamais il y avait un souci. Donc je continue puisque vous devez maintenant voir l'écran. Moi, je me suis questionné autour de la question de l'énigmatique question du talent. Effectivement, bon, vous connaissez cette anecdote de Picasso qui aurait accroché un pinceau à la queue d'un âne, qui lui aurait fait agiter cette queue devant une toile et qui aurait décrété que c'était un tableau et qu'il avait mis en vente et qu'il avait réussi à le vendre. Donc la question des talents, en fait, c'est avant tout une question de pouvoir comparer. C'est-à-dire que le talent des personnes n'existe que si on arrive à le comparer au talent de quelqu'un d'autre. Donc le talent, c'est toujours une question qui est assez relative. Euh, Toujours pas de visuel. Hein. Véronique me dit qu'elle a toujours pas de visuel. Est-ce que les autres ont un visuel? Si quelqu'un a le visuel, est-ce qu'il peut me dire qu'il l'a? Parce que ça voudrait dire que le problème vient de la, c'est peut-être Véronica qui a un problème de visuel. On me voit à l'écran, d'accord, c'est pas très intéressant. Ok, c'est pas ça que je voudrais, moi. Ce que je voudrais, c'est partager mon écran. Ok. Alors, est-ce que là, donc là, je ferme ma vidéo. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, parce que c'est pas du tout intéressant de me voir. Ce qui compte, c'est de voir les images. Surtout que là, j'ai un petit dessin rigolo pour illustrer ce que j'étais en train de vous dire autour de la question du talent. Bon, donc c'est bon, apparemment, je peux continuer. Alors pourquoi s'interroger sur la question du talent management à présent? Je voudrais juste revenir sur un point qui pour moi est un point clé. On s'est souvent posé la question en matière de RH, à savoir comment faire le lien entre la stratégie et les métiers. Les systèmes d'évaluation aujourd'hui, pour la plupart, sont des systèmes qui évaluent la tenue du poste. Donc on évalue si quelqu'un tient son poste plus ou moins correctement sur la base d'un référentiel métier compétences qui sont les référentiels métiers qui ont été pour la plupart lancés dans les années 80-90 avec la finalité, les missions, les savoirs, les savoir-faire, etc. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte dans mon travail, c'est qu'il y avait peu de lien entre la stratégie et ces fiches métiers, évidemment. Et donc la difficulté, c'était de pouvoir mettre en place quelque chose qui ne faisait pas simplement de la gestion des compétences, qui est le vrai sujet sur lesquels on interroge la DRH. C'était comment est-ce qu'on pouvait passer à manager les compétences, c'est-à-dire faire en sorte que les managers soient et les salariés soient orientés dans une logique compétence. Et puis le troisième niveau, c'est de renforcer le lien entre les référentiels de compétences et la stratégie de l'entreprise pour faire du management par les compétences. Donc ça, c'est une évolution qui s'est faite au fil de l'eau, sauf qu'on utilisait toujours très fortement dans les évaluations les systèmes les référentiels métiers. Donc on avait la fonction RH qui essayait de faire de plus en plus du management par les compétences, de s'orienter vers la stratégie, et pour autant les systèmes d'évaluation restaient centrés sur les référentiels métiers. Et donc moi je me suis posé la question de comment est-ce qu'on pouvait concilier l'approche individuelle de effectivement la gestion des compétences des salariés dans la tenue de leur poste, et puis une approche plus collective, plus globale, plus reliée à la stratégie. Et c'est ça qui m'a fait arriver à la solution que je propose maintenant aux entreprises auprès desquelles j'interviens.
Alors, j'en profite effectivement pour vous dire aussi que bon, moi j'ai mené énormément de missions autour de la question du management des talents, et c'est ce qui m'a amené finalement à proposer ce que je propose aujourd'hui aux entreprises. Alors, je vous propose à cette étape-là un nouveau sondage. Donc, ne vous inquiétez pas, la fenêtre va disparaître le temps que je lance le sondage. Voilà, donc vous devriez voir apparaître là le sondage sur votre écran avec la possibilité d'y répondre. Je vous laisse les quelques secondes qui sont nécessaires pour que vous puissiez répondre. D'accord. Donc on a les trois quarts des participants qui nous disent oui, il existe et il existe depuis plus de 5 campagnes. Oui, il a été modifié il y a moins de 5 campagnes. Et non, je n'en ai pas pour une partie, une toute petite partie, effectivement 14% des participants. Je souhaite en mettre un en place. D'accord, d'accord, là les pourcentages sont en train de bouger. Tout le monde a voté, ok. Donc on a la moitié qui disent oui, il existe depuis plus de 5 campagnes. Oui, il a été modifié il y a moins de 5 campagnes. Et deux personnes qui souhaitent mettre en place un système d'évaluation. Alors j'ai posé cette question de cette manière-là, je ferme le sondage. Euh, et normalement, donc, vous devriez voir réapparaître l'écran. J'espère que tout va bien. Euh, Pourquoi j'ai posé le sondage de cette manière-là? C'est parce qu'en fait, les systèmes d'évaluation, pour être efficients, ils doivent être modifiés, ils doivent être changés régulièrement. Parce que sinon, en fait, on s'aperçoit que les managers et les salariés contournent le système. Donc, quand on veut mettre une dynamique en place, il faut mettre un nouveau système d'évaluation, il faut changer le référentiel, il faut remettre tout le monde dans une certaine dynamique. Et donc, mon conseil aujourd'hui, par expérience, c'est de faire évoluer les systèmes d'évaluation de la performance environ toutes les 5 campagnes. Ça veut dire finalement tous les 6 à 7 ans. Alors pourquoi effectivement faire maintenant ou mettre en place maintenant un système d'évaluation et de management par les talents? euh, J'ai envie de dire parce que la question se posait un petit peu différemment autrefois et se pose différemment aujourd'hui. Aujourd'hui, autrefois, pardon, quand on parlait de talent, on parlait de haut potentiel, on parlait de leader de demain, on parlait de compétences rares. Or, pour moi, aujourd'hui, la question du talent, elle est tout à fait différente et elle se pose beaucoup plus largement. Et c'est tout sauf une démarche élitiste. C'est-à-dire, pour moi, le management des talents, c'est pas juste pouvoir repérer les meilleurs dans l'entreprise qui vont remplacer demain les managers au poste clé. Ce sont toutes les personnes dont on va chercher à développer le talent et en même temps avec cette démarche, pouvoir identifier quels sont ceux qui ont le plus de talent. Et l'objectif de cette approche que j'ai, c'est finalement de répondre aux trois grands enjeux du management des talents, qui est conserver la capacité d'innovation de l'entreprise, et ce à tous les postes, continuer à travailler pour se différencier évidemment dans les offres, dans les services, dans la qualité de service, la qualité des offres produites, et puis vivre dans un environnement extrêmement concurrentiel. Et donc l'idée, c'est comment finalement, quelle stratégie mettre en place pour réussir à avoir à la fois la possibilité de manager le talent de chaque collaborateur et la possibilité de manager les talents, ce dont l'entreprise a besoin et la fonction RH bien évidemment en particulier puisque c'est elle qui pilote le management des talents dans l'entreprise. Je voudrais faire un petit détour, je regarde les sondages que j'ai préparés pour vous, je voudrais faire un petit détour autour du marché des talents, c'est-à-dire qui sont nos clients internes. Parce qu'effectivement, la question du talent, le marché du talent, c'est pas juste un sujet de la fonction RH, et c'est pas juste un sujet de comité de direction éventuellement. Le marché du talent, ça concerne en fait tous les salariés. Alors, tout un chacun parce que c'est comment moi personnellement je vais développer mon talent et au fond comment je vais développer mon employabilité dans l'entreprise. Talent, employabilité, évidemment. On sait très bien que les parcours professionnels aujourd'hui se construisent de manière extrêmement différente par rapport à la manière dont ils se construisaient autrefois. On a les collaborateurs qui quittent l'entreprise, qui vont passer 2 ans ailleurs et qui reviennent dans l'entreprise 2 ans ou 3 ans plus tard. Donc on a vraiment des parcours professionnels qui sont extrêmement différents. Et puis on a nos managers qui ont besoin à la fois
de manager le talent de chacun de leurs collaborateurs au sein de leur équipe pour avoir une équipe la plus performante possible. Et puis, on a les managers qui, à chaque niveau de l'entreprise, ont besoin d'avoir une vision globale de où sont les personnes les plus talentueuses dans mon périmètre. Donc, le marché du talent, pour moi, dans l'entreprise, c'est un marché qui n'est pas simplement un marché de la fonction RH, c'est un marché qui concerne l'ensemble des salariés. Alors, plus concrètement encore, pour rentrer dans le détail, l'énigmatique question de l'évaluation du talent. Donc la question, c'est comment est-ce que je vais évaluer le talent pour faire du management du talent et du management des talents dans l'entreprise. Moi, j'ai mis en avant plusieurs conditions de succès pour faire du management des talents dans l'entreprise. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut distinguer la notion de détection des talents, de motivation des individus et de développement du talent et management des talents. Toutes ces notions-là sont souvent amalgamées, en fait, en quelque sorte, soit dans la fonction RH, soit au niveau des managers. Et je pense qu'il faut faire un travail de distinction entre ces différents éléments qui sont complémentaires et en même temps tout à fait différents. Deuxièmement, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais le management du talent, c'est la responsabilité du management. Donc, c'est comment les managers managent le talent de chacun dans son équipe. Et ça, on doit, au niveau de la fonction RH, donner les outils qui permettent de le faire. Et ce même outil doit permettre de faire le management des talents qui relève de la responsabilité de la fonction RH. Et ce que je vais vous proposer, ce que je propose aux entreprises aujourd'hui, ce dont on parle là, eh bien, c'est une approche qui permet de faire les deux à la fois. Ensuite, je pense qu'une troisième condition, c'est ne pas faire du management du talent sans faire de management des talents. Parce que la question, c'est, ça sert à quoi que je développe mon talent dans l'entreprise si l'entreprise ne sait pas que j'ai du talent, pour faire court, tout simplement. Donc, une condition de réussite, c'est ça. Et enfin, il faut une cohérence et une convergence des pratiques d'évaluation. C'est-à-dire que si j'ai mon système qui n'est pas mis en place par le maximum de managers et de personnes dans l'entreprise en même temps, de la même manière, avec le même système, eh bien, on ne pourra pas faire du management des talents parce que les gens ne seront pas identifiés, répertoriés dans l'entreprise de la même manière. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est la politique talent. Elle doit être claire, elle doit être expliquée et elle doit être respectée dans l'entreprise. Donc ça, c'est pour moi un vrai sujet, 4 conditions qui sont extrêmement importantes à mettre en œuvre pour effectivement réussir le management des talents. Je regarde en même temps un petit peu s'il y a des questions ou des éléments. Donc c'est pour ça que parfois j'ai mon discours qui s'arrête. Je poursuis l'échange et la présentation avec des principes d'action. Premier principe d'action, il me semble très important à avoir à l'esprit, l'évaluation de la tenue du poste ne permet pas d'évaluer le talent. Autrement dit, quand je regarde les systèmes d'évaluation qui sont en place, la plupart du temps, on évalue le poste. On dit, bon alors Michel, qu'est-ce que tu as fait cette année? J'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Est-ce que j'ai fait ce qu'on me demande? Bon, mais faire ce qu'on me demande, ça ne permet pas d'évaluer le talent, et donc ce sont deux choses qui sont tout à fait distinctes. Ensuite, deuxième principe, ce n'est pas ce que l'on fait qui est important, c'est aussi et c'est principalement ce à quoi chacun contribue. Donc moi j'introduis dans les systèmes d'évaluation une notion qui est très importante, qui est la notion de contribution. Et vous allez voir tout à l'heure quand on ira un petit peu plus loin dans le détail encore, donc on ne va pas évaluer ce que fait une personne, on va évaluer la contribution qu'elle apporte à l'entreprise, la contribution à la performance collective. Et ça c'est essentiel parce que c'est comment chaque individu, par sa performance individuelle, qui est le management du talent, contribue au développement de l'entreprise et à la performance collective, qui est le management des talents. Troisième principe, un référentiel de contribution commun à l'ensemble des salariés. Alors peut-être vous aurez des questions à ce sujet. On peut avoir un niveau d'exigence plus ou moins important sur cette logique de référentiel de contribution. Mais l'idée, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que la question du talent, c'est la question se pose si je peux comparer les talents entre eux. Or, je ne peux comparer les talents que si mon référentiel est commun à l'ensemble des personnes dont je veux gérer les talents. Donc la notion d'avoir un référentiel de contribution commun à l'ensemble des salariés est une innovation en quelque sorte, et c'est quelque chose qui est clé, qui est un principe clé pour pouvoir faire correctement
efficacement du management des talents dans l'entreprise. Et quatrième principe, qui est aussi clé, bon, on parle beaucoup le mot clé, je l'utilise beaucoup, mais parce que comme on va très vite, on est sur des sujets essentiels, eh bien, l'échelle d'évaluation doit être partagée et maîtrisée par tous les collaborateurs. Elle doit être parfaitement comprise et on va voir tout à l'heure que je propose maintenant dans mes interventions une échelle d'évaluation que j'appelle discriminante. Alors, non pas dans le sens social et juridique du terme, bien évidemment, ou sociologique, mais bien évidemment dans le sens mathématique. Alors, je poursuis, je vois le temps qui passe, je poursuis. Je voudrais juste là vous présenter un schéma rapidement, parce que évidemment ce que je suis en train de raconter, d'expliquer, de vous présenter, comme on dit, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que nous avons toujours besoin d'avoir des référentiels métiers compétences qui nous permettent de structurer les métiers, de structurer les parcours professionnels, de proposer des parcours de formation adaptés au plan de développement nécessaire des collaborateurs. Et en même temps, ça ne suffit pas. Donc la question, c'est aussi de faire en sorte que je puisse à la fois avoir un référentiel métier compétences, qui existe, qui est déjà écrit la plupart du temps, et en même temps, on va le voir, un référentiel de contribution. Donc, le référentiel métier compétences, on le conserve, ça sert à construire des plans de développement, ça sert à développer le professionnalisme, à proposer de la formation, ça sert évidemment à rémunérer les collaborateurs en fonction du poste qu'ils tiennent. Le référentiel de contribution, lui, va nous permettre d'avoir un référentiel, alors j'ai appelé là compétences stratégiques, en fait ça dépend de mes clients, des clients parfois utilisent le terme de compétences stratégiques, de contribution stratégique, de contribution managériale, bon, peu importe le terme, l'idée c'est d'avoir un référentiel unique pour l'ensemble des collaborateurs, ou si on ne va pas jusqu'au bout de la démarche, au moins pour l'ensemble des managers. Parce que ce qui est essentiel, déjà, c'est de pouvoir faire du management des talents au niveau des managers. Et donc ce référentiel-là de commun, qui permet de faire du management des talents, eh bien, on va l'utiliser pour traiter les questions de mobilité, de promotion, de plan de succession, et entre les deux, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de construire les parcours professionnels. Donc, je voulais vous dire là que je ne soustrais pas les questions des référentiels métiers, des parcours professionnels. Évidemment, tout ça est totalement incorporé dans la gestion des compétences, voire la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise. C'est pas un truc qui est à part, c'est un truc qui est complémentaire avec une approche qui est différente. Alors, je me dis que j'ai un sondage que j'avais préparé pour vous. Alors, euh, voilà, je vous pose la question, avez-vous déjà un système de management du talent? Alors tout à l'heure, on a posé la question d'un système d'évaluation, mais là, je voudrais savoir si vous avez un système de management des talents dans votre entreprise. Voilà, je vous laisse le temps de répondre. Voilà, les réponses s'affichent doucement. Donc 25% des participants me disent oui, j'ai un système et il donne satisfaction. Oh, non, c'est plus bas. Excusez-moi. Ça évolue. Voilà, ça y est, je crois que tout le monde a... Non, tout le monde n'a pas voté. Il reste encore, je crois, une ou deux personnes qui n'ont pas voté. Bien, alors peut-être qu'elles ne souhaitent pas voter. Ce qu'on a là, c'est on a une répartition 30% non, le CODIR n'est pas convaincu de l'utilité, 30% non et je veux en mettre en place, 30% oui et il ne fonctionne pas bien, et donc deux personnes qui nous disent qu'ils en ont et qu'ils donnent satisfaction. Entendu. Alors ça c'est intéressant parce que évidemment si je pose la question de l'intérêt du CODIR, c'est il faut que le CODIR soit convaincu, ça passe par là pour que ça fonctionne bien. Et donc ce serait intéressant peut-être aussi que si ça marche pas bien, vous me disiez pourquoi ça ne marche pas bien. Alors je poursuis la présentation, je retire ma vidéo puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors comment je fais pour faire cohabiter des référentiels métiers et des référentiels contribution? Donc, c'est une autre façon de représenter la question. Le management du talent, c'est bien une approche individuelle avec un système d'évaluation qui va permettre de rentrer à l'intérieur de la machinerie compétences, où on va évaluer les connaissances, les expériences, bien évidemment les comportements, hein, puisque les
compétences comportementales, même si j'aime pas ce terme-là, sont un vrai sujet dans les entreprises aujourd'hui. Et donc, j'ai cette évaluation qui est au cœur d'un système où je vais évaluer d'abord le niveau de contribution. Donc, je vais interroger les collaborateurs, les managers sur, OK, en quoi as-tu contribué cette année? Sur quoi as-tu contribué? Quel est ton niveau de contribution? Et ça va me permettre de gérer le management des talents et d'avoir une vision collective de la performance. Et puis, je vais expliquer, dans cet entretien annuel, on va effectivement ensuite expliquer si j'ai été très contributeur, c'est grâce à quoi, si j'ai été moins contributeur, c'est à cause de quoi. Donc voilà, je voudrais vraiment insister pour expliquer que ce sont deux approches qui sont bien complémentaires et qui effectivement permettent de maintenir le métier de fond de la fonction RH, ce métier de l'organisation des parcours professionnels et de l'organisation des emplois, et en même temps de mettre en avant l'idée que la réalité, parce qu'il faut se dire les choses entre nous, on fait partie de la fonction RH, la réalité c'est que les managers ne savent pas et n'utilisent jamais les référentiels métiers. Donc ces référentiels métiers, ils nous servent à nous, fonction RH, ils ne servent pas aux managers. Donc pour moi, l'idée, c'est de proposer un référentiel de contribution qui va être un véritable outil de développement du talent et de management des talents dans l'entreprise. Alors, ça s'appuie sur quoi tout ça? Bien, ça s'appuie déjà sur une approche qui est un petit peu différente, avec une définition très opérationnelle de la compétence. Alors pourquoi j'ai voulu proposer une définition de la compétence simple. Pourquoi? Parce que je vois bien, je suis comme vous, je m'intéresse aux détails, je suis un passionné de la fonction RH et du management des ressources humaines. On a tous lu des dizaines de livres sur les compétences de Le Botter, Fazarifian et compagnie, etc. Mais au fond, la compétence, les managers, ils savent pas ce que c'est. Et moi, je me suis dit, c'est quoi être quelqu'un de compétent? Quelqu'un de compétent, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de résoudre un problème qu'il rencontre dans son activité, personnelle ou professionnelle. Bon, là, on est sur l'activité professionnelle. Ah, c'est tout simplement ça. Être compétent, c'est je suis capable de résoudre un problème. Alors évidemment, ça s'arrête pas qu'à ça, mais je résous un problème dans un contexte donné, parce que la compétence est contextuelle. Donc je suis capable de résoudre un problème dans un certain contexte. Quand on me change de contexte, est-ce que je suis toujours compétent? Est-ce que je suis toujours capable de résoudre les problèmes que je rencontre? Évidemment, qui dit compétence dit mesure d'un certain niveau de performance ou de service. Donc je ne suis compétent que si je procure et je gère, je produis des résultats et de la performance, excusez-moi. Et puis, évidemment, je vais pouvoir me dire si une personne est compétente, si le problème qu'elle résout est bien conforme à la performance que l'on attend de cette personne. Est-ce que c'est bien conforme aux objectifs qu'on a fixés? Est-ce que c'est conforme à ses responsabilités? Ou est-ce que c'est conforme aux missions de son poste? Voilà, donc moi je pars et je travaille avec les managers, y compris les membres du comité de direction, parce que quand j'interviens, moi je forme et je travaille avec l'ensemble des managers en partant du comité de direction, et je leur donne cette nouvelle approche de la notion de compétence et je leur propose cette méthodologie d'évaluation. Et donc, quand on va évaluer une personne, eh bien, on va regarder quels sont les faits significatifs qui montrent que cette personne a résolu des problèmes, lesquels, dans quel contexte, etc., etc., etc. Alors, où sont les talents là-dedans? Eh bien, les talents, c'est quoi? Ah, excusez-moi, je suis allé trop vite. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Oui, ça c'était rentrer un petit peu dans le détail de la méthode que je propose pour écrire des faits significatifs, hein, puisque oui, j'ai oublié ce point-là, excusez-moi. Un point clé de l'évaluation qui permet de maintenir la motivation et l'engagement des salariés, c'est le fait que l'on ait des faits significatifs, c'est-à-dire toute évaluation qui n'est pas objective n'a aucun intérêt ni pour le manager ni pour le salarié. Quand je fais des interventions, je fais régulièrement du picking dans les entretiens qui ont été réalisés. Je vais regarder un petit peu ce qui se raconte. Quand je vois ce qui est écrit, ça n'a aucun intérêt. Quand on lit, oui, Michel a beaucoup participé cette année au développement de l'équipe, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça apporte quoi comme information, hein? Très bon résultat, très forte implication. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des faits significatifs qui vont prouver avec objectivité le niveau de contribution et individuelle à la performance collective. Donc comment on va les écrire? Ben, on les écrit avec une méthode qui consiste à décrire le problème rencontré. Qu'est-ce que j'ai rencontré comme problème? C'était dans quel contexte? Quelle solution j'ai apportée? Quel résultat j'ai obtenu? Et quel est l'impact de ce résultat sur la performance collective? Le quatrième point dans la méthode, ici, l'impact sur la performance collective étant l'élément qui permet de faire le lien entre les réalisations de l'individu et la contribution à la performance collective. Voilà. Bon, si des gens sont intéressés qui nous écoutent, il faudra évidemment en discuter bien plus longtemps que les 40 minutes que j'ai pour vous présenter cette approche. Mais voilà, sachez que tout ça s'appuie sur une méthodologie. Et donc, voilà, j'en arrive à la question du talent. Qu'est-ce qui fait la différence entre un collaborateur et un autre collaborateur ou collaboratrice? Et qu'est-ce qui définit le talent? Eh bien, le talent, c'est quelqu'un qui va résoudre des problèmes, compétences talent, mais dans des circonstances particulières, c'est-à-dire des situations complexes, inhabituelles, stratégiques pour l'entreprise. C'est quelqu'un qui va produire un haut niveau de performance, donc j'atteins mes objectifs régulièrement, voire je les dépasse. C'est quelqu'un qui va être capable de prendre des initiatives, c'est-à-dire que je ne fais pas simplement ce qu'on m'a demandé de faire, je vais plus loin, je prends des initiatives, évidemment. Ces initiatives, on peut l'espérer, procurent des effets positifs, mais en même temps, si une initiative, malheureusement, procure des effets négatifs, il faut la reconnaître, la valoriser pour donner envie aux gens de prendre à nouveau des initiatives dans leur entreprise. Et puis, quatrième élément très important, la notion d'impact. Eh bien, plus je suis talentueux, parce que ce que je fais, ma contribution a un impact important et durable pour la pérennité de l'entreprise. Donc, vous voyez, on a une graduation du talent, eh bien, qui fait que quelqu'un qui va, dans des situations complexes, stratégiques, produire un haut niveau de performance en prenant des initiatives et avec un impact durable et important pour l'entreprise, eh bien, vous avez là le talent qu'il faut absolument pas laisser partir et qu'il faut absolument garder dans l'entreprise et à qui il faut proposer un parcours de développement qui corresponde justement à ce niveau de talent. Voilà, donc c'est une approche qui est vraiment structurée, organisée. Maintenant, je vais passer à la dernière partie de ma présentation pour respecter le timing. Je vois que le temps passe très vite. C'est toujours comme ça. Pour vous présenter la méthode. Bon, je passe ce slide, je m'excuse, j'ai un peu trop parlé. Je voudrais prendre le temps de vous expliquer l'échelle d'évaluation. L'échelle d'évaluation qu'on va utiliser doit être discriminante, c'est-à-dire qu'elle doit permettre de mettre en avant les différences. Ça, c'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qu'elle doit pouvoir mettre en avant? Elle doit pouvoir mettre en avant la valeur ajoutée apportée par les collaborateurs. Alors, ici, c'est une double échelle en quelque sorte. Vous avez la question de savoir, est-ce que la valeur ajoutée, elle est limitée, elle est ponctuelle ou avec des effets momentanés? Ou est-ce que la valeur ajoutée, elle est importante, répétée et avec des effets durables? C'est un premier niveau de réflexion. Le deuxième niveau de réflexion, c'est est-ce que la valeur ajoutée apportée, c'est par rapport à quelque chose qui est explicitement demandé ou implicitement attendu? Est-ce que les lacunes et les défaillances se font par rapport à de l'implicitement attendu ou de l'explicitement demandé? Et avec ça, eh bien, nous obtenons une échelle d'évaluation qui est particulièrement discriminante et qui permet, en fait, d'aller juste des talents. Alors les talents, c'est les verts foncés, c'est les verts clairs. Aux personnes qui ont une contribution moyenne, bien c'est les roses, les beiges et puis les gris clairs éventuellement, jusqu'aux personnes qui ont des défaillances récurrentes, avec des lacunes récurrentes par rapport à une demande expresse qui a été faite, et ces lacunes sont répétées et importantes. Alors évidemment, j'adapte cette échelle de valeur aux exigences de l'entreprise, j'adapte cette échelle de valeur à la capacité de l'entreprise
culturelle, c'est-à-dire jusqu'où peut-on aller en termes d'exigence, hein. Il faut, quand on conduit des changements, il faut s'adapter à la culture de l'entreprise, hein. On ne peut pas proposer n'importe quoi à n'importe quelle entreprise, bien évidemment. Mais ici, c'est pour vous montrer l'étendue de l'échelle que je peux proposer et sur laquelle je peux travailler. Et en général, ce travail se fait évidemment avec la responsable RH, la fonction RH, et avec les managers du comité de direction qui doivent s'approprier cette méthodologie et cette échelle d'évaluation. Alors, qu'est-ce que ça donne ensuite pour arriver à la matrice des talents? Eh bien, ça nous permet en fait d'avoir des talents qui vont être évalués sur deux principaux domaines. Premièrement, les objectifs. On est dans une logique de management par les objectifs. Donc, chaque collaborateur a des objectifs quantitatifs et ou qualitatifs avec une échelle de valeur qui est simple. C'est au niveau, au-dessus ou en dessous. Et puis ensuite, une échelle d'appréciation de la contribution avec une échelle à 4 niveaux. Là aussi, si vous avez des questions, on pourrait y répondre, mais je vais essayer de tenir les délais, les 45 minutes. Il m'en reste 6. Et ici, on a une échelle à 4 niveaux avec un niveau pivot qui est haut niveau, un niveau supérieur à l'attendu, un niveau à améliorer, et puis un niveau insuffisant. Et l'ensemble de ces combinaisons eh bien, nous permettent d'avoir un ensemble, une cartographie des talents. Alors, où sont les talents dans l'entreprise? Eh bien, les B++, les B+. Où sont les personnes qui remplissent bien leur poste? Les B. Où sont les personnes qui ont des efforts à faire un peu importants, mais qui sont pas loin de réaliser ce qu'on attend d'eux? Bien, c'est les à améliorer. Éventuellement, quels sont ceux qui ont des vraies difficultés? Ils sont insuffisants. Et quels sont ceux qui, éventuellement, ont un niveau de contribution tellement négatif qu'ils sont pénalisants pour l'entreprise. Alors tout de suite, j'arrête les esprits qui pourraient penser que on va s'occuper que de ceux qui sont en vert et en rose foncé et les autres, on va s'en occuper d'une manière pénalisante pour eux. La question n'est pas là. La question, c'est que cette cartographie permet de s'interroger. Quelqu'un qui a un niveau pénalisant, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? Qu'est-ce qu'on fait pour l'aider à relever son niveau? Qu'est-ce qu'on fait pour l'aider à exprimer le talent qu'il a ou pas? Et ça pose la question de aussi, par exemple, est-ce que cette personne est au bon poste? Voilà, donc ça nous permet, nous RH, de nous poser les bonnes questions, et ça nous permet aussi, avec les managers, de se poser des questions importantes. Alors ici, j'ai une question à vous poser tous et toutes, parce que on a une population mixte. Je vous pose la question des people review. Est-ce que vous avez aujourd'hui des people review qui sont mis en place? Donc je vous laisse répondre. D'accord. D'accord. Donc on a à peu près 40% des personnes qui ont des people review en place. Un tiers qui disent oui, on en a, ça fonctionne pas bien, et un tiers qui disent non, je n'en ai pas et je veux mettre en place le processus. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, ben merci beaucoup pour vos réponses. Tout le monde répond très vite maintenant, c'est bien. Euh, ce qui est intéressant, c'est justement que cette matrice, c'est une matrice qui est à la fois utile pour les people review, parce que ça va permettre de discuter avec les managers, non pas au doigt mouillé, pour dire tiens, un tel, est-ce que tu crois qu'il est bon? Ouais, non, il est pas mauvais cette année, etc. Non, non, on va discuter avec une vraie matrice, avec des faits objectifs. On va prendre les dossiers les plus importants, les plus sensibles, les plus difficiles avec les managers. Donc on a un vrai outil de dialogue, fonction RH, management, pour prendre des décisions, pour affecter, et bien évidemment, après, prendre les décisions sur les budgets formation, les parcours professionnels, les mobilités, et bien évidemment la question de la rémunération. Alors, j'aborde dans un autre webinaire la question de la rémunération, parce que j'ai une approche qui s'appelle, que je travaille en matière de rémunération sur la base de cette matrice, qui est la notion d'éligibilité. Mais ça, c'est un autre sujet. Je fais un peu de teasing en disant ça parce que si vous voyez passer un autre webinaire sur les rémunérations, inscrivez-vous. Ce sera avec plaisir que j'aborderai cette notion à partir de la matrice des management des talents, le travail avec la question de l'éligibilité et comment faire en sorte que les managers portent
la politique de rétribution, de rémunération de l'entreprise. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, en conclusion, il me reste 2-3 minutes et j'ai encore une ou deux questions à vous poser des sondages. Voilà comment je propose aujourd'hui aux entreprises d'associer une démarche individuelle et une démarche collective, d'associer le management du talent au management des talents, de renforcer le lien entre les métiers, la mise en œuvre et la tenue des postes et la stratégie de l'entreprise, qui pour moi est un point clé. C'est un point clé que l'on maîtrise avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et c'est un point clé pour ma part en tout cas, pour la question de l'évaluation des talents dans l'entreprise. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vois qu'il est 42, donc je suis à peu près dans les temps. Euh, je voudrais en profiter pour vous poser, voilà, peut-être deux questions pour terminer cet échange. Alors, si vous avez des questions, il y a un chat, évidemment, ou des commentaires, vous pouvez me poser des questions si vous en avez. Je vous lance un sondage. Excusez-moi. Je lance un sondage sur peut-être obtenir votre avis sur cette approche, ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Je ne vous vois pas, je connais une ou deux personnes qui se sont inscrites, mais je ne connais pas tout le monde, donc c'est intéressant pour moi d'avoir votre retour, ce que vous pensez de cette approche que je viens de vous proposer, de vous présenter. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez mettre en place? Est-ce que vous avez, pourquoi pas, mais vous n'avez pas tout saisi de son intérêt parce que peut-être j'ai été trop vite ou pas clair, ou bien vous pensez que ça vous apportera rien? D'accord, des retours, c'est une approche que je pourrais mettre en place. D'accord, donc j'imagine que ça veut dire que vous avez peut-être... Ah, un petit peu non. Ah, il y a une personne qui dit pourquoi pas, mais je n'ai pas tout saisi de son intérêt. Ah, bon. Écoutez, il nous reste peut-être encore 1 minute ou deux, donc si vous avez, il nous reste 1 minute, mais on peut poursuivre encore un petit peu. Si vous avez des questions là à me poser pour préciser, euh, peut-être un peu court, me dit-on. 1 heure au moins aurait été mieux. Oui, je sais, mais c'est toujours difficile de trouver le bon timing parce que on a tellement de choses à faire et je sais que mes interlocutrices ou interlocuteurs ont tellement de choses à faire que euh, voilà, je prends 45 minutes, c'est un vrai choix. Après, bon, vous savez que moi, je vais fermer le sondage, excusez-moi. Vous savez que à l'issue de ce webinar, je propose 1 heure d'entretien gratuit. Euh, Ça peut être à la fois pour creuser le sujet, bien évidemment. Ça peut être aussi pour évaluer votre situation. Voilà, voir est-ce que dans votre entreprise cela pourrait être intéressant de mettre en place ce dispositif, ce système, à quelles conditions. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que je gagne ma vie avec mes interventions d'entreprise. Pour autant, quand je parle d'entretien gratuit, c'est très spontané, c'est bienveillant. Voilà, on ne fait bien les choses que quand on a vraiment envie de les faire. Moi, c'est intéressant pour moi de recueillir vos retours, bien évidemment, avec un échange. Et je crois que ça peut être intéressant pour vous, voilà, d'avoir cette heure d'entretien gratuit pour identifier qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer ou pas dans votre système existant aujourd'hui. Donc, vous avez la possibilité de me recontacter soit par téléphone, soit par mail euh, pour me demander éventuellement et que l'on organise cet entretien. Cet entretien. Voilà, j'ai d'autres commentaires. Très bonne présentation utile. Bah, écoutez, merci beaucoup. Euh, Fournirez-vous le PowerPoint? Je suis embêté de fournir le PowerPoint. C'est Alison qui me pose cette question. Alison, avec plaisir pour vous envoyer ce PowerPoint. J'ai envie de dire, si on a un échange tous les deux ensemble, évidemment, tout ceci, c'est de la propriété intellectuelle. Donc, moi, avec grand plaisir pour échanger avec vous. Et puis après, selon cet échange, vous dire
vous dire éventuellement ce que je peux vous envoyer. Alors, pourquoi une appréciation du niveau de contribution sur 4 et pas sur 3 niveaux? Oui, alors très bonne question Karine, c'est Karine qui pose cette question. Alors, le choix des niveaux, pourquoi pas 3? Je choisis 3 niveaux d'évaluation pour les objectifs parce que les objectifs, c'est un résultat. J'avais 100 millions d'euros à faire, j'en ai fait 115, je suis au-dessus, j'en fais 100, je suis au niveau, j'en ai fait 90, je suis en dessous. Donc ça, c'est clair. Tout ce qui touche la question qualitative de l'appréciation de la contribution, si vous mettez 3 niveaux, 5 niveaux, 7 niveaux, tout le monde va se retrouver au milieu. Donc la question, c'est d'avoir une échelle de valeur qualitative sur les contributions, plutôt avec un nombre pair de niveaux. Donc c'est soit 2, soit 4, soit 6, soit 8. Évidemment, vous comprenez bien qu'avec 2, on n'a pas d'échelle discriminante. Avec 6, on a une échelle discriminante, mais trop importante, trop difficile à manager et à piloter. Et c'est pour ça que je propose une échelle d'évaluation des contributions à 4 niveaux, parce que ça permet d'avoir une vraie discrimination avec le niveau 3 qui est le niveau pivot. Et l'expérience dans les entreprises où j'interviens, avec souvent cette question qui m'est posée, on arrive à la conclusion, mes clients arrivent à la conclusion que cette matrice est le bon niveau de matrice avec 4 niveaux sur l'aspect qualitatif. Voilà, bah écoutez, un grand plaisir. J'espère que j'ai répondu à votre question, Karine. Bah écoutez, à votre disposition, si vous souhaitez qu'on ait un échange, mon adresse mail, ben, vous l'avez forcément, mon téléphone, vous l'avez, donc si vous avez envie d'un échange, c'est avec grand plaisir. Alison, merci, bah, merci aussi à vous. Merci beaucoup pour cette participation. D'accord, votre directrice n'était pas présente et cela m'aurait permis d'avoir un visuel sur mon compte rendu. Alison, avec plaisir pour avoir un échange avec vous, peut-être vous envoyer voilà une partie de ce webinar. Sinon, tout simplement, Alison, si vous souhaitez que votre directrice soit présente, on peut tout à fait organiser un webinar spécifique. On peut organiser une webconférence à trois. Moi, j'ai tous les outils qu'il faut pour le faire et ça nous permettrait peut-être de mieux nous connaître, de mieux saisir quels sont vos besoins, vos questions. Donc voilà, je vous propose plutôt de passer par ce biais-là et effectivement à ce moment-là, avec plaisir pour vous discuter avec vous et votre directrice si vous le souhaitez. Avec grand plaisir. Alors Karim me demande si la question des niveaux 3 ne serait pas pareille avec l'appréciation de l'atteinte des objectifs. Non, en fait non. L'expérience montre, Karim, que en fait, quand on fixe des objectifs, les objectifs doivent être parfaitement mesurables. Donc, un objectif mesurable n'est jamais discutable. Par contre, l'évaluation d'une contribution peut être, à un moment donné, un peu subjective. Et donc, il faut avoir une échelle de valeur qui permet de gérer cette légère subjectivité, même si la méthode que je propose permet d'être le plus objectif possible. Donc le constat que je regarde sur l'échelle à trois niveaux des objectifs, c'est qu'il y a une répartition entre les trois niveaux, entre ceux qui sont au-dessus, au niveau ou en dessous pardon, de l'objectif atteint. Et donc je ne rencontre pas de difficulté avec cette échelle d'évaluation de l'atteinte des objectifs. Voilà ce que je peux apporter comme réponse, Karine, à votre question. Véronique, merci pour aussi votre participation. Merci pour cette présentation. Je crois, Véronique, que vous étiez inscrit à un autre webinaire précédemment, vous n'avez peut-être pas pu assister. Donc, avec grand plaisir, Véronique, si vous souhaitez qu'on échange plus longuement à travers un entretien d'une heure, là, comme je vous le propose, avec grand plaisir. D'accord, Karine, j'ai apporté une réponse. Entendu. Bon, très bien. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vois que les gens
Il nous reste quelques participants. Bah, écoutez, il reste quelques participants. Je vais vous lancer la dernière question de mon sondage. Voilà, parce que c'est toujours important pour moi d'avoir le retour. Donc une dernière question que je pose à ceux qui sont encore en ligne. Il y a à peu près la moitié des personnes qui sont toujours en ligne. Donc une dernière question. Oui, Corinne, bonne journée à vous aussi. Bonne journée. Oui, je sais que vous étiez à l'écoute, Corinne. On se connaît bien. Bah, à bientôt peut-être. Très bien. Parfait. Bah, écoutez, tout le monde, voilà, je ferme le sondage. Donc, voilà, bah, écoutez, j'ai plutôt des retours positifs sur ce webinaire. Je ferme le sondage. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence, votre participation, et je vous propose bah, de nous retrouver dans un autre moment pour continuer à parler de management des talents. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Voilà. À très bientôt. Merci et au revoir.